Bassal est l'invité du grand jury. La directrice générale de l'Institut de sondage BDA va aborder plusieurs sujets, les sondages d'opinion en question, les sondages au Sénégal, l'interdiction de leur publication en matière électorale. Que disent les sondages? Que ne disent-ils pas? L'élection surprise de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique et plusieurs autres sujets. Yacine Bassal face à Mahmoud Ibra Kane, c'est ce dimanche 11h-12h sur RFM, la radio de toute l'actualité. Les sondages pour comprendre, mesdames, messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir Yacine Bassal. Bonjour, madame Sall. Bonjour, Mahmoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice générale de l'Institut de sondage BDA, fondatrice de cet institut. Vous avez 24 ans d'expérience dans les sondages et études de marché. Vous êtes directrice générale de BDA depuis janvier 1996. Cela fait 20 ans aujourd'hui. Auparavant, vous avez été responsable des études et du marketing, présidente du conseil d'administration de BDA. Vous avez travaillé à l'Institut BVA en France comme stagiaire, puis chargé d'études, responsable du département grande consommation et médias à l'Institut BVA Africa. Yacine Ba, on peut dire que vous êtes une tête bien faite en tant que lauréate du concours général sénégalais, deuxième prix d'anglais et deuxième prix d'espagnol. Le mot du digital manager Sherfal, avant d'en arriver aux questions, les sondages, cette enquête ponctuelle réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population étudiée pour publier des tendances ou des positions politiques est de plus en plus discréditée, du moins très critiquée. Des faux chiffres, des prévisions incertaines, des échantillons jugés peu fiables, tels sont les problèmes identifiés sur les sondages par plusieurs auditeurs de la RFM via ma page Facebook. Ils ont été nombreux à réagir et à vous interpeller sur les réelles motivations d'un sondage, son enjeu, son utilité, son impact, mais aussi ses marges d'erreur. Les sondages au Sénégal et l'interdiction de leur publication ont été également abordés par les internautes. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Émission à suivre via nos applications RFM Sénégal, GFM et vous pouvez participer via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Yacine Ba, la première question, c'est celle d'un auditeur. Il s'appelle Mathieu Mapaté. Qu'est-ce qu'un sondage réellement? D'abord, merci de m'avoir invité à participer à cette émission. J'en suis heureuse. Alors, effectivement, il faut commencer par la définition de ce qu'est un sondage. Le sondage, en fait, c'est une technique qui permet de mesurer les opinions, les croyances, les attentes, les souhaits d'une population donnée. Alors, cette mesure-là, elle se fait auprès d'un sous-ensemble de la population que l'on souhaite étudier. Ce sous-ensemble-là s'appelle échantillon. Donc, on prélève un échantillon d'une population et on l'interroge. Il est important de préciser que cela se fait à une période, à un moment déterminé, et que cela se fait sur la base d'un questionnaire. Alors, je peux aussi dire qu'il y a différents types de sondages, différentes techniques de sondage. Il y a les sondages aléatoires, il y a les sondages par la méthode des quotas, il y a des sondages en face à face avec un enquêteur qui va enquêter un sondé. Il y a des sondages en ligne, il y a des sondages par téléphone. Donc voilà ce que sont les sondages. Peut-être aussi rappeler, comme on le dit souvent, la fameuse définition de la photographie de l'opinion à l'instant T. On fige une opinion à un moment donné. Alors, il y a aussi sondage et études de marché. C'est quoi la différence? En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Quand on dit sondage, on pense politique, mais les études de marché se réalisent par la technique du sondage. C'est un sondage appliqué à un autre domaine. Alors, on sait, le contexte aujourd'hui, c'est cette élection aux États-Unis, disons, un tremblement de terre
à l'échelle mondiale avec l'élection surprise de Donald Trump qui a battu Hillary Clinton, qui était donnée favorite par tous les sondages largement commentés par la presse américaine et même la presse occidentale de manière générale. C'est dans ce contexte, donc, Yacine, qu'on vous invite. Il serait intéressant de savoir quand est-ce pour la première fois un sondage a été fait et comment les choses ont évolué. Alors, historiquement? Oui. Bon, historiquement, on va dire que ça fait très longtemps que les pouvoirs centraux s'intéressent à la capture de l'opinion. Je pars, moi, d'une première date qui est 1745. Voilà, 1745. Le roi Louis XV a organisé la première forme d'enquête structurée, plus ou moins structurée, où il s'agissait d'aller faire un état de la richesse et de la pauvreté des populations dans les provinces. Bon, je donne une deuxième période qui est le 19e siècle. Aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelle les votes de paille. Les votes de paille, ce sont en fait c'est des bulletins qui sont annexés au journal et que le lecteur découpe et dans lequel il donne son avis. Bon, donc comme vous pouvez l'imaginer, c'est une méthode aléatoire, très aléatoire, qui porte sur un très grand nombre de sujets et qui présente des limites. Mais les instituts en tant que tels, en 1936, il y a eu Gallup qui a fondé son premier institut, et ça c'était au moment de la présidentielle. Et en France, la date proche, c'est 1938, avec Jean Stotzel qui a fondé IFOP. Bon, et c'est dans les années 60, on peut dire que les sondages ont vraiment été systématisés, sont rentrés dans la vie politique jusqu'à en devenir envahissants. Et chez nous, quand est-ce qu'ils sont entrés dans notre vie? Oui. Alors chez nous, c'est plus compliqué. Bon, chez nous, il y a eu en 1986 un micro-trottoir en fait, qui s'est fait appeler sondage. Mais il s'agissait pas ni plus ni moins que d'un micro-trottoir où on interrogeait les gens au hasard sur leur perception des gouvernants de l'époque. Alors, ça a été fait par un journaliste de l'époque. Bien entendu, c'était pas un sondage rigoureux sur le plan de la méthodologie. Aucune précaution n'a été respectée. Donc, ça a donné des résultats qui ont fortement dérangé les gouvernants de l'époque. Ouais. Et ce sont eux qui ont donné lieu à la fameuse loi de 1986. Et c'est un micro-trottoir qui portait sur la politique. Sur les intentions de vote des Sénégalais. Oui. Je pense pas à l'époque que ce fut des intentions de vote, c'était plutôt sur des perceptions. Oui. Une sorte d'état de l'opinion. Oui. Voilà. Donc, à juste raison, le pouvoir s'est fâché et a sorti cette loi. Et 86, c'était à 2 ans de l'élection présidentielle de 1988. Exactement. Oui. Exactement. Oui. Alors, par la suite, je n'ai pas connaissance de sondage qui ait été fait. Ouais. Je peux dire humblement que nous, l'Institut BDA, avons été parmi les premiers à faire des sondages politiques. On a commencé ça dans les années 90, mais les sondages publiés sont encore plus récents, parce que tous nos sondages politiques n'ont pas fait l'objet de publication. Alors, pourquoi doit-on faire un sondage? Quand on parle ici de sondage d'opinion, pourquoi? Quelle est son utilité? L'utilité des sondages d'opinion, elle est reconnue, elle est avérée, et les sondages sont au cœur de tout aujourd'hui. On fait des sondages dans le domaine du marketing, on fait des sondages dans le domaine de la santé, les enquêtes épidémiologiques. Pour vous citer les utilisateurs de sondages, il y a l'agro-industrie,
il y a la santé familiale, il y a les compagnies pétrolières, il y a les assurances, les banques, la microfinance. Et quel est l'objectif qu'ils poursuivent? C'est en fait avoir une meilleure connaissance de leur cible. Donc connaître cette cible, connaître ses habitudes, ses attitudes, habitudes de fréquentation, lieu d'achat pour un produit de consommation. Ça permet d'estimer un marché, ça permet de préparer le lancement d'un produit, ça permet d'optimiser le lancement d'une campagne de communication. Bref, les objectifs sont divers et variés selon ceux qui les font. Donc les sondages sont, je pense, d'une utilité reconnue dans tous indispensable. Indispensable. En réalité, c'est une question de, je dirais, presque de pouvoir. Parce que le sondage est une information. Qui a l'information a le pouvoir. Et aujourd'hui, il est clair que celui, qu'il soit un homme politique ou un chef d'entreprise, qui aura l'information sur le comportement de ses consommateurs, va présenter la meilleure offre. Alors, est-ce que Hillary Clinton, qui était donnée gagnante par tous les sondages, avait la meilleure offre? Aux yeux des Américains, c'est peut-être non. La question centrale aujourd'hui, Yacine Ba, directrice générale de BDA, qu'est-ce qui explique le plantage des sondages aux États-Unis qui n'ont pas vu venir Donald Trump, finalement élu 45e président des États-Unis d'Amérique? Alors, bon, déjà, moi, je veux reconnaître avec vous et devant vous qu'il y a réellement eu plantage, parce que sur les 20 plus grands instituts du pays, y compris les instituts associés avec des journaux ou avec des chaînes de télé, tous ont fait, à partir du mois de septembre, près de 80 enquêtes. Et dans ces 80 enquêtes-là, Clinton était donnée favorite sur Trump. Seul un institut, mais l'unique, qui a travaillé avec le Los Angeles Times, a prédit la victoire prévue, du moins, oui, la victoire de Clinton, de Trump, avec 3,2 points. Et ça, c'était le lundi, la veille. Mais sinon, à l'unanimité... Personne ne l'a écouté. Personne ne l'a entendu. Non, évidemment, il passait pour fou. Il passait pour fou. Et finalement, c'est le candidat qui passait pour fou qui est passé, justement. Absolument. Absolument. Alors, ça, c'était pour confirmer, en fait, l'ampleur du phénomène de plantage qu'il y a eu. Bon, les raisons... Mais comment on peut l'expliquer? Les raisons. Comment? Dans un pays qui s'appelle les États-Unis, avec des moyens colossaux, pour justement éviter le maximum possible de commettre des erreurs. Mais écoutez, bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que cette élection-là, c'était une élection, on va dire, paranormale, avec deux personnalités complètement atypiques, avec des médias et des médias qui ont eu un comportement frénétique par rapport au sondage. Donc, ça ne pouvait que donner un résultat incertain. Bon, la première chose, je pense, c'est qu'il y a eu des erreurs d'échantillonnage. Ah oui? Oui, je pense qu'il y a eu des erreurs d'échantillonnage. Certaines catégories ont été sous-représentées. C'est le cas des blancs, des blancs non éduqués, qui sont la cible de Clinton, sa cible favorite, sur laquelle Clinton s'est littéralement acharné. Donc il les a exploités à fond. Et ces blancs-là, c'était eux l'Amérique en colère. Donc on n'a pas entendu leur voix. Oui. Ce qui se passe, c'est que ce sont des blancs de pays, d'États qui vivent dans des États désindustrialisés, donc des blancs pauvres qui n'ont pas accès à Internet. Or les sondages se faisaient par Internet. Donc leur voix n'a pas été entendue. Il y a eu une majorité silencieuse. Donc par rapport à ça. Deuxièmement, il y a eu une exagération de la diversité, de la structure de la population du pays. Clinton, elle a trop pensé
et les instituts de sondage avec, que la diversité du pays la porterait au sommet. Il y a eu une exagération du comportement des hispanophones. Les hispanophones, on a cru à tort qu'ils voteraient massivement Clinton. Ça n'a pas été le cas. Exemple Floride où Madame Clinton a perdu. Exactement. C'est l'exemple type Floride qui est un des grands électeurs. Donc il y a eu aussi, je dirais, une raison qui n'est pas propre à cette élection-ci, hein, mais qui est atavique chez les Américains. Les Américains, l'opinion américaine est une opinion volatile, extrêmement volatile. On vote aux États-Unis pour selon que le candidat a changé de coupe de cheveux, changé de cravate. Un rien influence l'opinion. Mais dans le cas précis, il y a eu l'histoire des emails. Est-ce que, par votre expérience, vous pensez que l'affaire des emails a vraiment finalement plombé définitivement Madame Clinton? Oui, je pense que ça a achevé Madame Clinton, parce que c'est à ce moment-là que l'écart, que Trump a commencé à remonter dans les sondages, en tout cas à réduire l'écart avec Clinton, et c'est la période des emails, c'est la période où il y a eu de moins en moins d'enthousiasme pour Clinton, en faveur de Clinton. Oui. Mais en même temps, le FBI, il y a eu 2 infos pratiquement dans les 10 derniers jours qui ont précédé l'élection. Il y a d'abord cette première information qui dit que le FBI va ouvrir une enquête, et une autre presque à 72 heures pour dire, bon, finalement, tout est abandonné, on passe à autre chose, quoi. Malgré tout, vous maintenez que l'affaire des emails a beaucoup joué. Je pense que ça a suffi à émousser l'ardeur des pro-Clinton. Oui. Oui. Si on regarde les chiffres, peut-être que les sondages, finalement, ils n'ont pas menti. Du point de vue des votes, du vote populaire, Madame Clinton devance Donald Trump de 400 000 voix. Et Donald Trump qui l'emporte au niveau des grands électeurs avec 290 grands électeurs, largement au-dessus de la majorité qui était de 270. Bon, est-ce que les instituts de sondage ont vraiment perdu de vue, mais également les médias qui ont relayé ces sondages ont perdu de vue que c'était en fait une élection à la limite au suffrage indirect? Oui, je pense qu'à un moment donné, on a fait comme si c'était une élection au suffrage direct. Parce que, comme vous le dites, je confirme, hein, Clinton a remporté plus de voix au niveau national, mais ce sont les grands électeurs qui ont fait pencher la balance en faveur de Trump. Et je pense que les médias et les instituts n'ont pas assez rappelé que le vote se faisait que le président de la République était élu par les grands électeurs. Et il me semble qu'aux États-Unis, la plupart des individus ne connaissent pas le mode de scrutin, ne savent pas eux-mêmes comment ça se passe. Oui. Alors, Yacine Ba, question des auditeurs Adam Ngaïdé des États-Unis, justement, qui vous demande: les questions conçues dans les sondages couvrent-elles toutes les complexités sociales d'un événement à sonder, ou sont-elles conduites pour se faire une plus-value compte tenu des erreurs déconcertantes générées? Comment les événements rares, imperfectibles ou ingérables sont-ils intégrés, en parenthèse, tard social dans les sociétés africaines, et à quel degré? Abdoulaye Ndiaye qui dit tout simplement: avec ce qui vient de se passer aux États-Unis, doit-on continuer à se fier au sondage? Alors, je vais répondre au premier monsieur. Oui. Adam Ngaïdé. Oui, exactement. Oui. La première question, c'est que les questions conçues dans les sondages couvrent-elles toutes les complexités sociales d'un événement à sonder, ou sont-elles conduites pour se faire une plus-value compte tenu des erreurs déconcertantes générées? Oui, merci. Alors, effectivement, bon, déjà, moi, je vais dire une chose que je pense fortement. Le débat sur les sondages politiques, c'est un débat national. Ce sont des débats nationaux. Ce qui s'est passé
aux États-Unis ne doit pas être transposé à ce qui s'est passé en France et à ce qui peut se passer au Sénégal. Évidemment, quand on conçoit un questionnaire, on prend en compte la dimension culturelle. La manière dont les questions sont conçues au Sénégal, dans les sondages, est à l'opposé de ce qui se fait aux États-Unis ou en Occident d'une manière générale. Nous allons commencer par des questions de démarrage pour arriver progressivement au cœur du sujet et terminer par les intentions de vote. Oui. Là-bas, ils ne s'encombrent pas de ces précautions. De diplomatie, de cette diplomatie, ils vont droit au but. Les questions sont posées de manière crue. Ouais. Et je pense que c'est une bonne chose de pouvoir procéder de manière graduelle. Oui. Ça met le sondé dans une situation plus confortable. Dans le bain. Oui, dans le bain. Voilà. Il faut le mettre en confiance. C'est une mise en train Oui. et ça le met en confiance, effectivement. Oui. Abdoulaye Ndiaye qui dit, mais finalement, doit-on continuer à se fier au sondage? Oui, monsieur Ndiaye, il ne faut pas désespérer des sondages. Oui. Je pense que les sondages, il n'y a pas de problème avec les sondages. Il y a un problème dans la manière dont on les utilise. C'est ça le fond de la question. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées en politique, qu'en marketing, qu'en santé, etc. Et elles ne souffrent d'aucune contestation quand il s'agit de marketing ou de santé, Oui. alors que c'est contesté quand c'est la politique. Mais c'est normal parce que la politique n'est pas un sujet neutre. Donc il y a plus de passion, il y a plus de charge émotionnelle. Oui. Et plus d'événements qui peuvent survenir et remettre en cause un peu Tout à fait. les chiffres d'aujourd'hui. Tout à fait. Il y a Mais- plus d'influence. Oui, mais ici, Yacine Ba, dans le cadre de l'élection américaine, est-ce qu'on peut mettre en cause, en partant du postulat, il ne faut pas faire dire à un sondage ce qu'il ne dit pas, il y a ce que dit un sondage et ce qu'il ne dit pas, est-ce qu'il faut mettre en cause la responsabilité des médias américains qui ont eu à relayer ces résultats et à les commenter et à les interpréter? Je pense que la responsabilité des médias, elle n'est plus à démontrer. Dans le cas de la France, pour des sondages passés, comme dans le cas des États-Unis. En France, en 2002, En 2002, quand exactement. Le Pen est arrivé au deuxième Le Pen, tour. contre toute attente, Oui. est arrivé au deuxième tour, Oui. alors que tous les sondages donnaient Jospin favori. Favori en face de Chirac. Oui. Les médias, en fait, ils sont très prompts à prendre leur plume pour commenter, interpréter les résultats de sondage en faisant fi complètement de la méthodologie. La marge d'erreur, il est rare que les journalistes en parlent. Et pourtant, c'est fondamental parce que tout sondage doit se lire avec une marge d'erreur. Samba Batidiata vous demande, le sondage a-t-il justement une marge d'erreur? Si oui, quelle est cette marge? Voilà, la marge d'erreur, en fait, c'est... on calcule les chances qu'une estimation, donc qu'une proportion donnée, soit comprise dans un intervalle allant de plus, par exemple, plus 3 ou moins 3. Ce que je veux dire par là, c'est que la vraie valeur du sondage, si par exemple on a une estimation qui fait 90%, il faut lire 93 ou 87. Ça va de 87 à 93. Oui. C'est ça la marge d'erreur. Donc c'est les chances que la vraie valeur se situe dans cet intervalle-là. Oui. Et quand on voit les résultats très serrés, même au niveau des votes populaires, hein, aux États-Unis, c'est 48% Oui. contre 47%. C'est ça. Voilà. Et ce qu'on oublie de dire, bon, c'est vrai, les sondages n'ont pas annoncé le gagnant. Ça, c'est vrai. Mais tous les sondages qui ont été faits ont donné, en fait, la bonne marge d'erreur. Les résultats qu'on a obtenus se sont situés, en définitive, dans la bonne marge d'erreur.
Et puis, il ne faut pas oublier que depuis plusieurs mois, la tendance, la propension à gagner de Hillary Clinton a été réduite, étalée en se réduisant. Donc ça, c'est une tendance que les instituts ont quand même captée. Mais le problème, c'est qu'on demande aux instituts, on demande aux sondages de faire dans la divination, de faire des pronostics. Or, un sondage n'est pas un pronostic. Ce qui est valable à l'instant T n'est pas valable à l'instant T plus 1. Et puis, il y a le choix de l'échantillonnage, Yacine Ba. On va insister sur ce point. Beaucoup de gens ont posé cette question d'enfants. Comment on peut arriver à faire un sondage crédible qui prévoit exactement un résultat avec une population de 300 millions d'habitants comme les États-Unis? Est-ce que plus la population est nombreuse, plus on a des difficultés à avoir un bon échantillon, ou ce serait l'inverse, comme le cas du Sénégal, où on serait autour de 13 millions, 14 millions d'habitants? Bon, en fait, ça c'est un problème d'ordre technique qui renvoie à la loi des grands nombres. Ce que nous apprend la loi des grands nombres, c'est que pour tirer un échantillon d'une population donnée, l'échantillon n'a pas besoin d'avoir une taille proche de la population que l'on souhaite étudier. C'est-à-dire que il y a une très faible lien, une très faible corrélation entre la taille de la population et la taille de l'échantillon. Ce qui compte en définitive, c'est que l'échantillon soit représentatif. Et ça, la méthode qui permet de garantir la représentativité d'un échantillon, c'est la méthode dite des quotas. Ça vous dit quoi? Au Sénégal, par exemple, il y a 52% de femmes contre 48% d'hommes. Donc, dans votre échantillon, on doit retrouver ces mêmes proportions. Pareil pour l'âge, pareil pour la catégorie socio-professionnelle, pareil pour le niveau d'instruction. Donc, à partir du moment où l'échantillon que vous avez construit est représentatif, vous pouvez valablement généraliser les résultats obtenus à l'ensemble de la population. Oui. Ce qui est dit dans l'échantillon sera rigoureusement ce qui se dit dans la population. Alors, il y a Cherfal qui dit, est-ce que les sondages ne se sont pas limités seulement à l'opinion internationale, car Hillary Clinton a été la candidate que toutes les autres parties du monde ont voulu voir gagner? Est-ce que les sondages n'ont pas suivi ces références au lieu de la masse américaine qui a élu Trump? Je ne comprends pas la question. La question, est-ce que les sondages n'ont pas suivi les références liées à l'opinion internationale, parce que Mme Clinton était un peu la candidate qui passait mieux aux yeux de certains, que plutôt de la masse américaine qui vote? Ah, d'accord. Vous voulez dire, est-ce que les sondés ne se sont pas inspirés de la réputation de Hillary Clinton à l'international? Bon, oui, disons, oui, comme ça. Oui, on peut le reformuler comme ça. Bon, dans tous les cas, l'Amérique blanche, la masse américaine, l'Américain moyen, qui est un Américain blanc, a été peu pris en compte dans les sondages. Et c'est ce qu'a compris Trump en décidant de s'adresser à eux de manière presque exclusive. Et mieux, l'institut de sondage qui est le seul à avoir prédit Clinton gagnant avec 3,2 points d'erreur, cet institut-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir des blancs qui n'avaient pas accès à Internet et il leur a offert gracieusement des tablettes pour qu'ils puissent répondre. Donc, c'est le seul qui a finalement eu une couverture réelle
de la population américaine. Mais bien évidemment, c'est pas une technique qui peut être généralisée parce que c'est coûteux. Oui. Tous les instituts ne peuvent pas se mettre à acheter des tapes. Michael Moore, non? Ah, absolument. Avec sa fameuse vidéo où il explique vraiment le ressenti de cette population américaine complètement qui vit dans un autre monde. Délaissée, et puis qui a peur de la mondialisation, qui a peur des accords commerciaux qui peuvent lui faire perdre son travail. Donc il a vu juste Michael Moore et il passait pour fou lui aussi quand il a fait son documentaire. Les fous ont gagné. Exactement. Une question qui va faire rire mais qui donne aussi une indication du sentiment profond aujourd'hui de beaucoup de gens par rapport au sondage. Mamadi Touré qui dit j'ai 37 ans et je n'ai jamais vu un sondeur par hasard ni une connaissance qu'il a rencontré. Dans quel endroit ils font leur sondage pour après l'attribuer à tout un peuple. Voilà. Je le rassure, monsieur, ça va vous arriver un jour ou l'autre. Non, en réalité, imaginez-vous, un sondage sur Dakar, la population dakaroise frise les 3 millions. On fait très souvent des sondages sur 1000 personnes. 1000 sur 3 millions, vous voyez un petit peu les chances que vous avez de voir arriver chez vous un sondeur. Mais ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que si vous-même vous n'avez pas été sondé, quelqu'un qui remplit les mêmes caractéristiques socio-démographiques que vous, l'a été. Et c'est ça, justement, la méthode des quotas. On prend Mamoudou Ibra Kane, qui a un certain nombre de caractéristiques. Si on ne trouve pas Mamoudou Ibra Kane, on prendra un autre journaliste qui a la même tranche d'âge, etc. Mais pour le cas du BDA, qu'est-ce que vous privilégiez? Le sondage comment vous l'appelez? En face à face ou le sondage au téléphone? Qu'est-ce que vous privilégiez? Alors nous, on privilégie presque exclusivement, je dirais, le face à face. On travaille avec une équipe d'enquêteurs que nous formons. Donc on tient des réunions de briefing. Donc on leur explique le questionnaire mot à mot, phrase par phrase, pour être sûr que tout le monde en a la même compréhension. On traduit le questionnaire en langue nationale et les enquêteurs partent avec leurs consignes de quotas sur le terrain, rencontrer les sondés. Et moi, je vais vous surprendre, mais je dirais que ce qui fait mentir les sondages en Occident, donc ce qui s'est passé aux États-Unis ou bien en France en 2002 ou bien avec le Brexit, ce qui fait mentir les sondages, c'est le fait qu'on ait fait disparaître l'enquêteur. Moi, je pense que le sondage doit rester un dialogue entre l'enquêteur et l'enquêté. C'est un dialogue encadré quand même, encadré par un questionnaire. Mais l'enquêteur est là pour s'assurer de la cohérence des propos qui lui sont tenus. Alors que en Occident, ils pensent que le fait de sonder par Internet, ça revient à mettre l'enquêté dans un isoloir, ce qui est totalement faux. Parce que l'enquêté, même dans un isoloir, même sur Internet, ne se prive pas, excusez-moi, de mentir. Oui. Voilà, de faire de fausses déclarations. Oui. Surtout quand on a un candidat aussi controversé, aussi politiquement incorrect que Trump, aussi outrancier, c'est peut-être pas toujours facilement avouable. Oui, et surtout quand parfois il y a une dimension raciale. Exactement. On se cache pour voter. Exact. On ne donne jamais son opinion profonde, son sentiment profond. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Après le Brexit, après Donald Trump, quelque chose pourrait se passer dans un pays comme la France avec une certaine Marine Le Pen. On va vers une présidentielle au mois de mai en France. Oui, bon, je ne suis pas sûre que quelque chose puisse se passer avec Marine Le Pen, parce que depuis 2002, en France, il n'y a plus de dérapage du type de ce type. Il n'y a plus de dérapage de ce type.
Bon, je pense quand même que l'élection américaine aura donné beaucoup à réfléchir aux sondeurs, aux hommes politiques, aux médias, parce que c'est une... Il faut d'abord assumer que il y a co-responsabilité. Les médias qui, comme je le disais, commentent à leur manière les sondages, les hommes politiques qui ont une consommation frénétique, boulimique des sondages, qui font que entre un sondage et un autre, l'opinion n'a même pas le temps de se forger. Et les instituts de sondage qui ne font pas assez, à mon avis, de pédagogie pour bien expliquer techniquement quelles sont les limites de ce qu'ils sont en train de présenter. Et ça donne le résultat auquel on a assisté. Oui. Et une petite contribution d'Aruna Talla: les sondages ne peuvent refléter la réalité que si l'échantillonnage est bon, et dans le cas des élections, surtout pour près de 200 millions d'électeurs, il fait allusion aux États-Unis, un pays vaste et diversifié, il est très difficile d'avoir le bon sondage. Je rappelle que l'émission Le Grand Jury de la RFM reçoit Madame Yacine Bassal, directrice générale de l'Institut BDA au Sénégal, mais on dit souvent que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donald Trump a été élu sur la base de promesses fortes. Aujourd'hui, on dit qu'il est en train de revenir sur l'essentiel de ces promesses. Et qu'est-ce qui peut arriver quand quelqu'un se comporte comme ça? Je pense que dans son cas, c'est stratégique et c'est de l'intelligence, parce qu'il se sait controversé. Il sait à quel point il a été rejeté par certaines catégories de population, et il sait pertinemment qu'en termes de nombre de voix, Hillary le devançait. Donc, il travaille pour l'avenir aujourd'hui. Et l'opinion va le suivre? L'opinion n'aura pas le sentiment qu'il y a un wah-wahet, version américaine? Si, probablement du côté des minorités, des blancs d'Amérique là, qui ont voté pour lui, cela risque de se sentir peut-être un peu floué. Oui. Très bien, on va suivre. Le Sénégal maintenant. Vous avez parlé de la loi du 14 avril 1986 qui régit les sondages dans notre pays. Une loi contraignante dont l'ambition était au départ de protéger l'opinion, j'ouvre les guillemets, de protéger l'opinion publique sénégalaise contre toute manipulation à des fins politiques ou commerciales face à certains sondages ne respectant pas un minimum de règles techniques indispensables à leur facilité. Retour sur le contexte de naissance de cette loi et comment les sondages ont évolué aussi aujourd'hui au Sénégal. Yacine Ba. D'accord. Alors, les 86, donc, comme je le disais, c'est un journaliste qui a fait un micro-trottoir. Oui. Micro-trottoir donnant des résultats peu avantageux pour la classe politique de l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que comme on savait sa méthode approximative, une loi est sortie, donc visant à interdire la publication des sondages pour soi-disant protéger l'opinion de toute manipulation. Donc c'est une loi qui interdit la publication en période préélectorale, mais pas seulement. Oui. Ce qui la rend contraignante, c'est qu'il faut un agrément. Oui. Il faut un agrément de la commission des sondages pour pouvoir exercer. Et deuxièmement, il faut une autorisation de publication, dispensée par cette même commission. 30 années ont passé quand même, Yacine Ba. Oui, non mais je suis tout à fait d'accord avec vous. On est dans une situation assez paradoxale parce que les sondages, si je prends le cas de 2012, beaucoup de sondages ont circulé. Des sondages souvent fantaisistes, dont on ne sait pas par qui ils ont été faits. Est-ce qu'ils ont même été faits par un institut de sondage, selon quelle méthodologie, etc. Et qui ont été abondamment publiés par la presse. Ouais. Bon, là aussi, on revient à la responsabilité de la presse en la matière.
Je pense que les médias, les journaux qui ont publié ces sondages-là, se devaient de jouer le jeu de la transparence et de donner le nom de l'organisme qui est derrière le sondage en question, donner les périodes, en fait prendre toutes les précautions méthodologiques. L'échantillon, etc. Oui. Donc tous ces sondages-là, ils ont fleuri et tout ce flou a été entretenu et il est né de l'interdiction justement des sondages. Oui. C'est cette interdiction-là qui a conduit les gens à faire un peu n'importe quoi. Mais justement, tout le monde en fait, parce que ce qui est interdit, c'est la publication des sondages d'opinion en période électorale. Mais tout le monde en fait. Oui. Est-ce que on ne doit pas évoluer aujourd'hui? Est-ce que c'est une revendication aujourd'hui des instituts de sondage que vous êtes? Alors, pour parler de BDA, nous revendiquons fortement la mise en place d'une loi, mais une loi qui soit souple, qui protège effectivement l'opinion publique des éventuelles dérives, mais qui permette aux sondeurs de travailler. Alors, sous contrôle, moi je suis d'accord pour qu'on vérifie si les instituts de sondage ont le matériel qu'il faut, les méthodologies qu'il faut, le personnel qu'il faut, s'ils sont outillés pour faire des sondages. Et je suis partisane de ce qu'on réduise les délais, les délais de demande d'agrément et de demande d'autorisation. Oui, voilà. Oui, mais justement, est-ce que le régime actuel, parce que le débat sur l'autorisation de la publication des sondages politiques a été posé il y a quelques années. En 2011, hier, je lisais un article sur ce débat-là, avec des opinions très tranchées des leaders politiques de l'époque qui sont aujourd'hui au pouvoir, Alioune Sarr de l'AFP, Benoît Sambou de l'APR et Ousmane Thiongare de Rewmi à l'époque, même si entre-temps il a quitté ce parti, tous souhaitaient qu'on leva, si vous voulez, l'interdiction de la publication des sondages politiques. Est-ce que les choses ont évolué? Les choses n'ont pas véritablement évolué. Je crois savoir qu'on a mis en place la commission, ou en tout cas, la commission a un président. Commission nationale des sondages. Voilà, la commission nationale des sondages a un président. Mais alors, comment elle opère, je l'ignore totalement. Nous, en tant qu'institut de sondage, nous n'avons jamais été contactés par cette commission. Il aurait été heureux que la commission en question invite, je pense, tous les instituts de sondage à débattre sur la loi, qu'on fasse des états généraux ou des assises des sondages. Oui, et c'est toujours d'actualité aujourd'hui, les états généraux des sondages. Est-ce que c'est d'actualité? Oui. Je ne sais pas. Oui, est-ce qu'on devrait aller vers ça? Je pense qu'il faut aller vers ça, mais je pense qu'en pratique, rien n'est fait pour ça. En tout cas, je n'ai vu aucun... Oui. Exemple de plantage de sondage au Yacine Ba. Est-ce que c'est arrivé au Sénégal à l'occasion d'une élection majeure, une élection présidentielle par exemple? Alors, en toute humilité et en toute honnêteté, nous BDA, ne nous sommes jamais plantés en matière de sondage politique. Jamais, au grand jamais. En 2012, il y a eu des sondages qui ont été faits, par exemple. Oui. Avant 2012, on a eu à faire des sondages politiques, mais là, je ne peux pas en parler c'était des sondages confidentiels qui n'ont pas été publiés. Ouais. En 2012, nous avons fait un sondage qui d'ailleurs nous avons fait plusieurs sondages. Et l'un d'entre eux a d'ailleurs été relayé par l'Observateur, qui donnait le président Macky Sall à l'époque, vainqueur au second tour. Oui. Avec un score qui s'est révélé exact, avec un écart mais minime. Mais avant ça, avant 2012, notre plus belle réussite, c'est un sondage en 2000 qui annonçait l'alternance. Alors là, contre toute attente,
notre sondage disait qu'il y aurait une alternance et que Abdoulaye Wade arriverait au pouvoir. Oui. Personne n'y croyait, mais personne. Nous étions comme le seul institut aux États-Unis à avoir prédit Trump. Presque des pestiférés, quoi. Voilà. Et ça s'est avéré exact. 2000, donc, victoire d'Abdoulaye Wade, 2012, victoire de Macky Sall, mais il y a eu d'autres sondages qui disaient le contraire, non? Il y a eu un autre sondage que nous avons fait, c'était en 2007, élection où tout le monde donnait Wade perdant. Oui. Nous le donnions gagnant au premier tour, il a gagné au premier tour. Et bien. Tout ce que je dis là est vérifiable dans la presse, dans les médias. Très bien, et vous avez fait votre pub et vous l'avez bien fait, Yacine Ba. C'est une bonne guerre. Absolument, tout à fait. On respecte les règles du jeu aussi. Oui. Nous vous invitons pour parler de tous les sujets. Maintenant, Yacine Ba, il y a une autre polémique qui survient souvent, c'est les sondages dans le domaine des médias. Personne ne veut être deuxième ou dernier, a fortiori dernier, tout le monde veut être premier. Quelle réflexion vous inspire cette polémique qui survient souvent dans le domaine des médias? Moi, je dis que cette polémique, elle n'a pas lieu d'être. Parce que la technique utilisée pour faire les sondages médias, elle est éprouvée. C'est la technique des quotas, la méthode des quotas. On a vraiment pas ou peu de raisons de douter de la véracité des résultats des sondages médias. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les patrons de presse, en fait, ce qu'ils contestent, c'est pas la méthodologie. Ce qu'ils contestent, c'est leur rang. Donc, et ce qu'il y a, c'est que là aussi, toujours, je reviens aux journalistes, les journalistes font dire aux sondages médias ce qu'ils ne disent pas. Par exemple, un sondage qui a été fait dans certaines capitales, dans les capitales, ne peut pas être considéré comme un sondage national, en aucun cas. Un sondage qui a été fait à Dakar ne peut pas être considéré comme un sondage national. Et c'est ce qui fait que il y a des guéguerres qui s'installent entre les patrons de presse parce qu'ils ne tiennent pas compte du champ géographique dans lequel le sondage s'est fait. Mais ça n'a pas lieu d'être, mais en même temps, on peut comprendre, en tout cas ce qui justifie ce courroux des patrons de presse, c'est les enjeux énormes qu'il y a avec les sondages médias. Les sondages médias... c'est la publicité. C'est la publicité. Ouais. C'est la publicité. Ouais. Pour le média qui achète le sondage, ce à quoi ça lui sert, c'est améliorer sa grille de programme, fixer ses tarifs en les optimisant, donc pour gagner plus de publicité. Et puis mettre en lumière les tranches horaires où il est le plus écouté, où il est le plus regardé. Pour les agences de publicité, il s'agit en fait de mieux conseiller les annonceurs sur les bonnes tranches à acheter. Et pour les annonceurs, c'est optimiser leurs actions de communication. Mais dans tous les cas, les enjeux sont des enjeux financiers. Parce que l'annonceur qui va acheter un sondage média, il fait des économies. Il fait des économies. Au lieu de communiquer tous azimuts, il saura que pour communiquer à bon escient, il faut communiquer sur tel support, à telle heure, etc. Mais pour les médias, c'est vraiment la publicité le problème. Très bien, et la pub, il y a une réflexion qui est en cours. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a un travail que vous êtes en train d'effectuer au niveau aussi des différents acteurs. Beaucoup de gens plaident pour l'avènement d'un code de la publicité au Sénégal. Yacine Ba, ce fut un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'Institut de sondage BDA. Vous étiez venu nous parler de la problématique des sondages, surtout après ce qui s'est passé aux États-Unis. Donald Trump, que personne n'avait vu
sauf un seul institut de sondage que personne n'a écouté. Exactement. Merci Yacine Ba. Merci, Émission Mamadou. Le Grand Jury présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibrakan à la technique, Vincent Diop, Digital Manager Cherfal. Dans un instant, le journal de midi. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. 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 Prochain.